Et bonjour, bienvenue pour la ludique de votre boutique Jeux Barjo, ici Romain. Encore une semaine de folie, plein de belles sorties, des arrivées tardives qu'on va vous présenter à l'instant. Encore un retard, ce sera Thérapie Foireuse cette fois-ci qu'on n'a pas reçu à temps, on le recevra sûrement demain. Un jeu un peu à la blanc manger coco en termes d'humour, mais un peu mieux en termes d'inventivité, du coup ça peut être cool. Et bon, on va se lancer tout simplement. Ah non, Sweetland, donc ça sort demain, mais c'est déjà en rupture éditeur et c'est déjà en rupture chez nous aussi. Tous nos exemplaires ont été déjà précommandés, donc on va même pas le montrer. Il faudra juste penser à, si vous êtes vraiment intéressé, à nous le précommander pour le reprint qui va s'avérer à première vue pas suffisant non plus encore. Du coup, ça c'est fin janvier à peu près. On a déjà 2 précos sur ce print là, donc si vous êtes intéressé par Sweetland, n'hésitez pas. Gros jeu expert, mais très très bien. Allez, en avant, on va passer de expert au petit jeu d'ambiance. Hop, cette semaine sort DJ7, un petit quiz musical, un peu comme Hitster pour ceux qui connaissent, mais en plus malin et plus original. C'est en mode l'idée que nous on aurait aimé avoir tellement que c'est bien vu en fait. Du coup DJ7, comment ça fonctionne? Vous allez avoir des cartes avec un QR code. Sur la carte, vous allez avoir un thème. Donc là, c'est le thème Sabri, mais pour l'exemple, je vais prendre une carte que je me rappelle que j'ai joué. C'était le thème animal. On scanne le QR code, et là il y a une playlist qui s'enclenche. Du coup, thème animal, première chanson qu'on va entendre, ça va être la BO de Game of Thrones. Il ne faudra pas dire Game of Thrones, il ne faudra pas dire l'artiste machin, parce que le thème c'est animal, il faudra dire dragon, ou reine, ou cerf pour les Baratheons, loup, etc. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, on enchaîne sur la prochaine musique. Il faudra citer un animal, encore une fois, parce que c'est le thème. Le joueur qui a le plus de points sur le thème peut remporter ça. Après, souvent, vous allez jouer genre 3 heures, parce que c'est vraiment trop cool. L'idée est trop bonne. Et ça ne nécessite pas d'avoir une culture en mode de ouf. Je me souviens des titres, des années et tout. Là, il faut juste se souvenir, ah, je l'ai vu dans tel film. Ah, ça, je me souviens, c'était à cette époque-là, machin, bidule. Et du coup, ça fait un plus appel à vos souvenirs que vos connaissances. Donc c'est vraiment très chouette. Ça, DJ7, gros jeu à venir, ça, trop bien pour Noël. Ça, trop cool. DJ7, c'est très bien. On enchaîne avec une autre nouveauté, un autre jeu d'ambiance. Il n'y aura que des nouveautés en soi, on est là pour ça. Paire de choc, du coup, je suis là. Brise de glace, pur et dur pour ouvrir discussion ou autre, mais aussi pour vous marrer, parce qu'on a vu toutes les cartes. Et ouais, on a trouvé les thèmes plutôt bien foutus, sachant que ça marche à partir de 2 jusqu'à beaucoup, 15, beaucoup, 15, beaucoup. Je n'ai pas autant d'amis. Du coup, comment ça fonctionne? Ça va être assez simple. On va tirer une carte question. Qui vous voyez plus survivre pendant une apocalypse zombie? Bon, ça, c'est le plus bateau que je dis comme ça. Je ne suis pas sûr que ce niveau de nullité soit dans la boîte. Et en fait, vous allez avoir 2 voisins, si vous êtes plusieurs. Et vous allez avoir des cartes moi, toi. Entre mon voisin, avec mon voisin de gauche, je vais mettre soit moi, soit toi, en fonction de la question et de qui je pense que c'est lui, que c'est qui entre moi et lui. C'est compliqué, moi, lui et toi, moi. Et je vais faire pareil avec le joueur de droite. Je vais mettre soit moi, soit toi, en fonction de ce que je juge. Ensuite, on va retourner les cartes et vous marquez des points si vous avez mis la même réponse que le joueur à votre gauche, et ensuite la réponse avec le joueur de droite. C'est aussi simple que ça, mais fun, générateur de débat, de trucs rigolos. À 2 joueurs, ça fonctionne bien parce qu'il y a un côté couple avec certaines cartes qui peuvent être peut-être au lait, on laisse ça à découvrir entre guillemets. Donc on a trouvé ça cool comme proposition, soit à jouer à nombreux en mode brise-glace, connaissance, ou genre on s'en fout des points, des cartes, on veut juste jouer un jeu pour discuter, ou en couple, ça fonctionne très bien aussi. Donc c'était paire de choc. Ensuite, vous allez avoir sucré ou salé, un autre jeu d'ambiance. Hop, celui-ci on l'avait vu à Cannes. On a beaucoup aimé, vous pouvez même le tester déjà au bar depuis un certain temps d'ailleurs, parce que Yellow, merci à eux, nous l'ont envoyé avant pour qu'on le fasse tester aux gens. Les retours sont plutôt positifs, parce que nous on avait bien aimé. Donc c'est un jeu coopératif, d'association d'idées et d'images. Ça va être... Hop, vous avez... Ah tiens, ils ont fait une boîte à l'américaine, comme dit Monsieur François. Vous allez avoir une grille, ouais, private joke pour ceux qui sont. Vous allez avoir des cartes au centre de la table avec des mots organisés selon un genre de quadrillage A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Un joueur va tirer une carte, ça va lui dire c'est C3. Du coup, il faut que je fasse deviner C3 aux autres joueurs. Pour ce faire, c'est assez simple. À chaque manche, je vais piocher une carte où il y a 2 choix. Tom Cruise ou Tom Hanks. Minuit ou midi. Je pioche ma carte et je vais la mettre aux autres joueurs en disant ce que je vais vous faire deviner, c'est plus Tom Cruise ou c'est plus Tom Hanks.
La pieuvre, moi je pense c'est plus Stomox, parce que bah, seul sur l'île déserte là, il y a plus d'avoir chance de pieuvre quoi. Les autres joueurs vont regarder les cartes et ils vont éliminer alors une carte qui pense que ce n'est pas ça. Et on va continuer. Je vais piocher un autre indice, je vais dire minuit ou midi, bah, je vais dire minuit, parce que la pieuvre, ça peut vivre profondément et du coup c'est dans l'obscurité de l'océan. Les autres joueurs vont éliminer maintenant 2 autres cartes, et ainsi de suite comme ça, jusqu'à ce qu'il reste plus que la dernière. Du coup, c'est un truc assez fou, parce que vous allez avoir des cartes qui ont aucun rapport, mais zéro quoi, jamais vous serez venu à l'idée. Mais ça peut matcher en fonction des actions que vous allez faire, ça va créer les petits débats à la con qu'on va faire après la partie. Quand quelqu'un va éliminer votre carte que vous aurez dû faire deviner, vous allez vous en prendre à lui, parce que pour vous c'était tellement évident que la pieuvre c'était minuit. Et mais il l'a éliminé, il est trop bête. Bref, ça va être un jeu comme ça, assez délirant, pas de règles, genre instantané. Nous on a beaucoup aimé Sucré Salé. Hop, on l'a découvert à Cannes. Il a mis 10 mois à sortir, truc de fou. On va passer à la suite. Normalement, ce sera... Hop, on va aller sur Space Lab. Regardez, moi, cette jolie boîte. Je sais pas si ça va bien se voir, mais c'est assez joli. Et, encore une fois, c'est Studio H avec Leader. Hop, le petit tiroir qui va bien. C'est plutôt chouette. Bref, édition de qualité, comme d'habitude, on aime beaucoup. Alors, Space Lab, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Vous avez un mode solo même, donc on va dire de 1 à 4 joueurs, hein, ce sera mieux. Ça fonctionne très bien à 2, 3, 4. C'est un jeu de construction de tableaux, donc un peu à la Château Combo par exemple. On sera un peu juste après en termes de... Alors, pas de difficulté, ça reste très simple, mais des réflexions, il y aura un peu plus de choses à prendre en compte. C'est ça qui va faire le sel du jeu. Ce sera des dilemmes et des dilemmes et des dilemmes à tous les tours, sachant que la partie va aller super rapidement. Donc il va y avoir un petit aspect rush aussi, un petit aspect tempo qui est super bienvenu. Du coup, on va jouer chacun notre tour jusqu'à la fin de la partie. La fin de la partie est déclenchée de 2 manières. Soit un joueur a joué 10 cartes, donc en fait chaque joueur a les petites stations qu'on voit ici, hop, devant lui. Du coup, pas faire ça, parce que sinon, forcément, parce que les objectifs à chaque fois sont différents. Et donc, soit un joueur, pour terminer la partie, a 10 cartes. Donc, les 10 cartes, elles vont se poser comme ça, précisément. Hop. Si un joueur a 10 cartes, fin de partie, on calculera les points. Soit un joueur a fait les 3 objectifs de ces petites navettes. Donc, les objectifs, c'est au centre. Ouais, bah oui, je le refais. Au centre de votre petite station, là, vous allez avoir 3 couleurs qui sont ici. Pas forcément différentes. Hein. Là, c'est 3 différentes, mais vous pouvez avoir 2 jaunes, une verte comme l'autre. Si vous faites ça, donc pour le faire, il faudra mettre les personnages des couleurs indiquées autour de cette fameuse navette. Vous allez prendre des points de victoire. Et du coup, là, il y a une petite course, parce que pour chaque navette, vous avez des petites tuiles que vous allez mettre dedans. Le premier aura 5 points, il y a un petit bonus. Le deuxième aura 4 points. 3 points pour le troisième et 2 points pour le dernier. Du coup, comme je vous disais qu'il y avait de la course, c'est pas pour rien, sachant que ça peut aller assez rapidement de faire vos 3 objectifs de navette. Donc il faudra vraiment surveiller tout le temps les autres pour faire attention où on en est de la partie. Est-ce qu'on est plus ou moins proche? Est-ce que je dois accélérer mes objectifs, ou est-ce que je peux un peu attendre pour placer des cartes un peu plus gourmandes à jouer pour faire plus de points? Alors, on va jouer du coup, comme je le disais, chacun notre tour. À mon tour de jeu, j'ai une action sur 3 à faire. Première action dispo, ça va être de piocher 3 cartes de la pioche. Et un peu comme à la Abyss Conspiracy, je vais prendre toutes celles de la même couleur. Donc là, il y a 2 jaunes, je vais les prendre. Et celle que j'ai pas prise, je vais la mettre au centre de la table, dans la station de recherche, grosso merdo. Et ça va venir compléter une genre de pile de cartes de même couleur. Parce que ma deuxième action, si je peux piocher des cartes, mais pas de la pioche, je vais choisir une des familles de cartes qui est au centre, et je vais prendre toutes les cartes de cette même famille et les mettre dans ma main. Donc, il faudra faire attention à comment vous piochez pour pas trop alimenter la station, pour que les autres joueurs ne se gaffent pas à leur tour pour piocher des cartes. Ensuite, ces cartes, pas mal de petits trucs à voir dessus. Vous allez avoir ici le nombre de cartes qu'il faut défausser pour pouvoir la jouer. Donc là, j'ai 5 cartes dans ma main. Pour jouer une carte de valeur 3, je vais défausser 3 cartes pour jouer ma carte dans un emplacement vacant chez moi. Si la carte, c'est un 2, je vais défausser 2 autres cartes pour pouvoir la jouer. Donc ça, c'est le premier dilemme de qu'est-ce que je joue, qu'est-ce que je défausse.
comment je fais mon truc. Ensuite là, ça va être la couleur de la carte qui est rappelée par la couleur de la carte elle-même partout, donc c'est vraiment flashy. Là, ça va être un petit symbole parmi 4, donc ça va être des métiers, donc vous allez avoir la scientifique, l'astronaute, le médecin, et il y a la petite clé à molette là pour mécanicien, merci Charlie. Et ici, la manière de marquer des points. Donc, quand c'est en fond noir, c'est pour la fin de la partie. Donc, à la fin de la partie, cette carte me rapporte 8 points. Cette carte me rapporte 2 points par astronaute. 2 points. Cette carte, comme c'est en fond gris, c'est un effet immédiat. Je joue la carte, je le fais. Donc ça, c'est un petit effet qui me dit que je vais piocher une petite carte comme ceci. Donc ça, c'est d'autres cartes que je parlerai juste après. Et hop, encore des points flat. Du coup, mes cartes, comme je vous ai montré tout à l'heure, je les mets à côté de mes stations. On va faire un petit zoom dessus parce que ça va être assez important. Hop, vous allez avoir du coup 3 infos sur ces petites stations. Déjà, les cartes qu'il me faut pour faire l'objectif. Donc là, disons, j'ai fait ça parce que j'ai été malin. J'ai bien 2 jaunes et une verte. Hop, tac, ça me fait un objectif sur les 3 de fait et j'aurai 7 points à la fin de la partie. Ici, vous allez avoir une autre manière de marquer des points et ça va changer en fonction des tuiles que vous allez avoir pris en début de partie. Celle-là, hop, celle-là, c'est le bon symbole. À la fin de la partie, j'aurai 3 points. Ici, c'est un fond gris, donc c'est un effet immédiat. Quand je pose ma carte, en fonction de la valeur de la carte, je vais piocher autant de petites cartes comme ça. Donc là, ma valeur, c'est 3. Je vais piocher 3 cartes, je vais les regarder, je vais en garder une, et le reste, je le remets en dessous. Et ça sera une carte pour des points de victoire en fin de partie, que je mets de côté face cachée, les autres n'en savent rien. Du coup, ces bonus-là en haut sont toujours les mêmes, mais comme vous pouvez voir, les bonus en bas ne sont pas forcément les mêmes. Donc là, c'est des 3 points de victoire si j'ai le bon symbole. Ici, par contre, si je mets un médoc, je vais pouvoir piocher une carte comme ceci, quand je le fais, si c'est bien entendu le bon symbole. Voilà. Aussi simple que ça. Du coup, première action, je pioche des cartes de la pioche. Deuxième action, je choisis une pile de cartes de la même couleur qui est au centre, à force de les mettre, à force de piocher, je la récupère dans ma main. Dernière action, c'est tout simplement jouer une ou plusieurs cartes. Parce que si vous avez des cartes qui coûtent 0 ou 1, vous pouvez très bien vous lâcher et faire je suis à 4 cartes dans ma main, j'en défausse une pour jouer ça là, j'en défausse une autre pour jouer ça là. Ça, vous avez complètement le droit. Tant que vous pouvez jouer des cartes sur l'action, jouer des cartes, vous en jouez autant que vous voulez, du moment que vous vous acquittez du coup. Du coup, comme vous allez le voir, il y a pas mal de manières de marquer des points, parce que toutes les cartes font des points en fonction d'elles-mêmes. Et ces petites cartes, du coup, on va y venir. Donc ça va être des cartes en mode un peu collection. Vous allez avoir plusieurs types pour le coup. Tac. J'essaye de vous en sortir un certain nombre. Est-ce que... Hop. Et j'aimerais bien le dernier. Où est-ce qu'on... Non, si on en a déjà un. Ah non, comme ça. Hop. Alors, comment ça va fonctionner ces cartes-là? C'est assez simple. Plus vous en avez, mieux c'est, entre guillemets. Celle-là, si vous en avez qu'une, c'est que 1 point. Par contre, si vous en avez 2, c'est 10 points. Par contre, si vous en avez 3, ça ne sert à rien. Mais 2, c'est 10 points. Celle-là, c'est directement 1 point par carte jaune que vous avez à la fin de la partie. Hop, celle-là, c'est... Si j'en ai qu'une, j'ai 1 point par cosmonaute dans ma station. Par contre, si j'en ai 2, c'est 2 points par cosmonaute. Si j'en ai 3, c'est 3 points par cosmonaute. Donc vous avez saisi l'idée, j'en ai une, 1 point, 2, 4 points, etc. etc. Ça là fonctionne de la même manière. J'en ai une, c'est que 2 points. J'en ai 2, j'ai que 3 points. Par contre, si j'en ai 3, c'est 13. Donc ça aussi, ça peut avoir son importance. Ça peut ramener beaucoup de points. Du coup, Space Lab, c'est vraiment des parties très tendues. Parce que c'est très rapide. Vous n'avez pas forcément le temps de faire ce que vous voulez, parce que la fin de partie peut être déclenchée au final assez rapidement. Il va falloir vraiment être attentif où en sont les autres, où vous en êtes, si vous voulez mettre fin à la partie vite ou pas, parce que les autres sont plus avancés et ainsi de suite. Vous avez pas mal de choix à faire, parce qu'entre la pioche, les cartes qu'il faut défausser pour jouer, quelle carte je veux jouer, en fonction des symboles que j'ai, des symboles qu'il me faudrait ici pour maximiser tous mes gains. Mais ça, c'est en mode 15 parties de 15-20 minutes. Même nous, on en a joué une tout à l'heure, à 2 joueurs. Bon, on est assez habitué à jouer, donc c'était en mode un peu speed quand même. On a fait 10 minutes, quoi. Et on avait 9 cartes chacun. Ma femme avait 3 objectifs, j'en avais que 2. Mais j'ai quand même gagné parce que j'avais chopé un peu plus de petites cartes. Donc c'est vraiment expéditif, mais tendu, avec beaucoup de choix, beaucoup de dilemmes tout le temps. Donc ça, on vous le recommande si vous avez peut-être des petits jeux de stratégie qui se mettent vite mis en place, les règles expliquées vite, et pourtant vous avez une bonne profondeur derrière et pas mal de petits choix. Space Lab, c'est vraiment très bien. Ok, on va passer à plus costaud maintenant.
cette semaine sort ce monstre, Kikai. C'est tout ça. Des barres. Alors, déjà, juste pour dire, le prix aberration, alors merci à Fantasy Game, c'est 45 balles. Ouais, c'est 45 euros. Vous avez bien entendu, il fait ça parce qu'il vise le marché international. Du coup, il perd un peu d'argent sur la prod pour le coup à première vue, mais pour nous c'est genre juste trop cadeau. C'est super beau, super un peu kawaii parce que c'est un univers un peu japonisant, mais attention, c'est un jeu uniquement 2 joueurs et plutôt expert, pas forcément dans les règles, parce que les règles, à votre tour de jeu, vous jouez une carte et vous faites une action parmi 4, donc ça reste assez simple, mais en termes de corrélation, d'imbrication de choses, ça va partout, tout est connecté, du coup il faut une grosse bonne dose de réflexion. Chaque partie, enfin en tout cas vos premières parties, vous allez d'abord vous battre contre vous, avant de vous battre contre l'adversaire, pour bien se mettre en jambe, et du coup c'est vraiment un jeu assez solide. On va vous expliquer ça tout simplement, parce que c'est pas si rude, vous allez voir. Du coup ici, vous avez la mise en place pour 2 joueurs, parce que c'est un jeu 2 joueurs. Un joueur sera ici le joueur jaune, un joueur ici sera le joueur violet. Donc il y a déjà eu le setup, hein. Chaque joueur a reçu 4 cartes, chaque joueur a reçu 5 énergies, ce sera la principale ressource du jeu pour faire des actions, une petite échelle et un mégaphone. Et chaque joueur a posé 2 pieds de Kikai, parce que votre but du jeu, c'est de marquer un maximum de points de prestige. Pour marquer des points de prestige, puisque vous êtes des artistes de rue, vous allez monter des Kikai. Des Kikai, qu'est-ce que c'est? C'est des genres de statues, des amas de métal, de choses recyclées, qui forment une grande structure métallique. Donc ça, on va le retrouver en soi dans le thème. Hop, et voici un Kikai, les pieds, le corps, la tête. Donc ça, c'est plutôt classe. Du coup, c'est un jeu où on vous recommande de jouer côte à côte pour voir tout ce qui se passe, parce qu'il y a pas mal d'infos dans ces petits jeux. Donc ça, on y viendra après. Du coup, chaque joueur a posé ses 2 Kikai, donc ils ont pris leur décision en fonction de divers critères, et on va jouer soit 4 manches, à la fin des 4 manches, on comptera les points, soit autre manière de marquer, un joueur a posé ces 6 petits cylindres qui sont des panneaux publicitaires. Si un joueur les a posés 6, la partie s'arrête directement, il a gagné, parce que beaucoup trop de renommée, les fans sont conquis, et du coup il aura gagné directement. Alors comment ça va se passer? Chaque manche, va y avoir un certain nombre d'actions. Du coup, ça va être un peu différent. À la manche 1 et 3, c'est le joueur jaune qui commence, et il va pouvoir jouer 6 cartes actions. Et à la manche 2 et 4, ce sera le joueur violet qui commence, et on va jouer 6 cartes. Parce que quand le joueur jaune commence et joue 6 cartes, le joueur violet n'en joue que 5, et vice versa. C'est rappelé juste ici, donc c'est assez facile de retenir cette chose. Oh, il est où mon cube jaune? Bref, c'est pas grave, mais normalement il y a un cube jaune là. Déjà perdu une pièce, il y en a trop. Ah mais non, parce que j'en ai placé trop. Ça doit être ça. Hop, voilà. C'est bon. Mais non, il est là. Oh, je sais plus. Zut, ça m'ennuie. Jaune, violet. Violet. Non, c'est ce jaune là, il a rien à faire là en fait. Violet, violet. Jaune, jaune. Et du coup, le violet là. C'est bon. On a rétabli. Bon, tu pourras couper ça. Mais je sais plus ce que je disais. On avait parlé des Kikai. Oui, voilà. Hop. Ok. Du coup, à votre tour de jeu, vous allez jouer une carte qui désigne un des 6 quartiers de la ville. Donc, les quartiers, le diner, la train station, la school. Ici, c'est le casino. Exactement, ouais, là, j'ai mis la boîte, mais on voit très bien que c'est le casino. Ici, le cinéma. Et ici, le parking. Donc, chaque quartier est adjacent, celui-là étant adjacent à celui-là. Donc ça c'est pour plus tard. Du coup, je vais jouer une de mes cartes. Donc par exemple, je vais jouer... joueur jaune, il est là-bas. Est-ce que j'ai casino? Non, j'ai pas casino, forcément. Allez, je triche. C'est pas bien. Hop. Le joueur rouge va jouer sa carte casino. Et du coup, il va pouvoir faire une action dans le quartier casino. Si il voulait jouer ailleurs et qu'il ne pouvait pas, parce que là, j'avais même pas cette option.
Hop, il aurait pu très bien défausser 2 cartes identiques pour jouer dans n'importe quel quartier de son choix. Donc là, il joue la carte casino, et il va faire une action parmi les 4 possibles. Donc la première action, bah, c'est construire une tête de Kikai. Une tête, pardon. Un pied, forcément. Mais vous construisez un pied quand il n'y a pas de pied. Si vous avez déjà construit un pied, bah, vous construisez le corps. Si vous avez déjà construit les pieds, le corps, bah, vous allez construire la tête. Du coup, au début de la partie, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Hop. Tac. Du coup, on va dire qu'il est dans le casino, parce qu'il joue la carte casino, il veut construire son petit morceau de Kikai, eh bien, il va regarder la rivière de morceaux de Kikai et il va pouvoir construire un des 3 qui est dispo. Disons qu'il va prendre celui-là. Hop, du coup, plusieurs infos sur les Kikai. Ici, c'est le coût en énergie. Donc, il va payer ses 5 énergies, il en remet à la banque et il va poser direct son Kikai, enfin son corps de Kikai sur les pieds. Et il peut maintenant, s'il le désire, utiliser une échelle pour gagner de l'influence en fonction de la couleur du Kikai. Parce que, autre info que je vais pas montrer, ici vous avez une petite couleur, donc le vert, qui correspond à une de vos 3 pistes d'influence qui vont servir à marquer des points quand vous allez faire la 4e action. Donc ça, on va y venir après. Mais on les marque vraiment seulement si on a dépensé cette petite échelle. Comme vous pouvez voir sur le Kikai, il y a une échelle, mais ça n'a aucun rapport. Je vais poser, si je le désire, mon échelle ici, et je vais gagner 2 d'influence sur ma piste verte. Ok ? Sachant que l'échelle, je ne suis pas obligé de le faire tout de suite. Ça, c'est une action en mode bonus l'échelle que je peux faire à n'importe quel moment. Donc, vous pouvez vraiment attendre d'en avoir besoin pour le faire. Donc ça, c'est la première action, construire un Kikai. À savoir, bah, j'ai construit un Kikai ici, du coup, je vais pouvoir poser, on ravitaille la rivière. Fin de mon tour, je pioche une des 2 cartes qui est dispo de la rivière, ou je pioche une carte à l'aveugle depuis la pioche pour avoir une carte de plus. À savoir, pour compter les tours, vous mettez votre carte, donc normalement vous avez une table plus grande que notre bout de rayon, vous mettez votre carte comme ça. Et du coup, vous allez pouvoir compter un peu où vous en êtes. Dernière petite chose, les petits jetons mégaphone comme ça peuvent servir ici pour faire une action supplémentaire. C'est-à-dire que je peux payer mon mégaphone que j'ai en réserve pour faire une action supplémentaire. À ce moment-là, je jouerai une autre carte et je ferai une action dans la carte quartier que je viens de jouer, donc dans la carte diner cette fois-ci. Mais dans tous les cas, même si je joue qu'une action, donc une carte, ou 2 actions, donc 2 cartes, je ne repiocherai qu'une carte à la fin de mon tour. Donc attention, les cartes, vous n'en avez pas 15 millions. Dernière chose, quand vous repiochez une carte à la fin de votre tour, ouais, il y a plein de petits détails. Si vous avez un petit jeton échelle, j'ai perdu mon mot échelle, c'est formidable, je peux dépenser mon jeton échelle pour piocher une carte supplémentaire de la pioche. Donc c'est comme ça que vous pouvez reprendre des cartes, avoir un peu plus de choix, ou faire des trucs, et ainsi de suite. Donc ça, c'était la première action, du coup, jouer un Kikai. Du coup, deuxième action possible, je joue toujours une carte, donc là je vais rejouer Casino, je vais pouvoir poser des flyers, pardon. Et là, ça va être le réseau, parce que le réseau est important pour attirer les fans à la 3e action. Comment ça fonctionne ? Bah, je vais regarder dans la zone du casino où je suis, je vais regarder où je peux construire mon flyer. Du coup, les flyers, c'est les petites cubes qui sont, que vous voyez ici, donc ça c'est à l'adversaire, et là c'est à moi. Du coup, je ne peux pas construire ici, parce qu'il sera adjacent à mon adversaire et à aucun des miens, donc je ne peux point. J'en ai déjà un ici, donc je vais avoir le choix ici de soit aller là, soit aller ici. On ne peut mettre des fleurs que sur une seule route pour une action. Si je pose, on ira le chercher plus tard, si je pose ici, par exemple, ça va me coûter 2 énergies par flyer que je pose, donc 4. Parce que là, sur cette route, il faut en poser 2, ce qui est plutôt cool, parce que je vais avancer sur ma piste dont l'importance est notée après. À noter, vous avez des petits bonus à gagner. Donc là, j'ai posé ici, je vais gagner une petite échelle, parce que la route l'indique, tout simplement ici. J'aurais très bien pu me poser là aussi, mais j'aurais pas gagné l'échelle. S'il n'y a qu'un seul petit morceau de flyer, par exemple le genre violet veut construire un flyer ici plus tard, ça ne coûte que 2, parce que c'est 2 par flyer. Là, j'ai payé avec mes 4 énergies, parce que j'ai posé 2 flyers
d'un coup. Tac. Donc ça, c'est l'action construire votre petit réseau en posant des flyers sur la map. Troisième action, je vais attirer des fans. Et c'est là que le réseau va rentrer en compte et vos Kikai et votre influence. Du coup, je vais regarder mon Kikai à moi, il est là. Il y a ici un petit logo rouge, un petit logo vert, donc je vais pouvoir attirer un fan rouge et un fan vert à travers mon réseau. Ça tombe bien. J'ai mon petit réseau qui est ici, donc ces deux fans peuvent venir là, parce qu'ils ont été prévenus qu'il y avait mon expo avec le flyer, et du coup ils vont se poser là et là. Ça c'est pour d'ailleurs hop, ça c'est pour les pieds, le corps et la tête. Donc j'envoie, j'annonce que j'attire mes fans, ils viennent ici parce que c'est les couleurs qu'on retrouve sur les morceaux de Kikai, et je vais gagner ce qui est indiqué en bas à gauche de chaque morceau. Donc là je gagne 2 énergies et une petite échelle, je le mets dans ma réserve. Aussi simple que ça. Et comme mon exemple est quand même bien foutu, j'ai vidé un square. Un square, mon accent anglais est nul. Le bâtiment qu'on voit ici. J'ai enlevé le dernier fan. Comme j'ai enlevé le dernier fan, je vais pouvoir poser un de mes panneaux publicitaires, les fameux cylindres, sur le square en question. Soit en fin de partie, il va me permettre de gagner les points de victoire qui sont ici, donc c'est 4 points de victoire ce square-là. Chaque square a des valeurs un peu différentes. Mais si je pose mes 6 cylindres, mes 6 panneaux publicitaires au cours de la partie, j'ai gagné instantanément, je le rappelle. À savoir, en plus de ça, sur les plateaux joueurs, chaque fois que je construis un petit cylindre, j'ai le droit à un petit bonus. Donc là, j'ai retiré celui-là, je peux gagner un jeton méga fun, voilà, tout simplement. Petit truc du jeu, je peux quand même utiliser le réseau adverse. C'est-à-dire, si j'étais... on va dire, hop. Si on était comme ceci, je veux attirer des fans sur mon Kikai que j'ai dans le casino parce que j'ai joué une carte casino, je vais attirer lui parce que j'ai mon petit cube ici sur le corps, parce que c'est le vert, et je peux attirer lui aussi, même si c'est pas mon flyer. Hop. Mais par contre, je passe par un flyer adverse, donc je lui passe une énergie. Ce qui est quand même un peu... il faut pas le faire, parce que en fonction, vous serez peut-être amené à le faire, mais évitez, parce que les énergies, vous n'en aurez pas beaucoup, et en données adversaires, c'est le pire que tout, quoi. C'est moi. Faut que je coupe et que je rallume, c'est tout bon. Ok. C'est parfait, parce qu'on était plutôt bon. Quatrième action, la dernière, comme quoi je vous ai pas menti. Hop, on va retourner sur le petit exemple que j'avais fait de base, mais on va le poser. Hop. Ma dernière action, c'est de faire une exposition. Donc, encore une fois, je rejoue une carte qui désigne la zone où je fais mon exposition. Donc là, je suis toujours dans le casino, parce que j'ai eu que des cartes casino, je suis super chanceux, j'ai pu tout faire là, ce qui n'arrivera pas dans la vraie vie. Je fais mon exposition. Du coup, j'ai un Kikai, donc qui n'est pas entièrement rempli, hein. C'est pas grave, on peut quand même faire une exposition. Ce qui va compter, c'est surtout les fans. Donc là, je fais mon exposition, et donc je fais mon exposition dans le casino, je me répète un peu, excusez-moi. Je vais retirer les fans pour les mettre de côté. Hop, à côté de mon petit plateau. Ça va me permettre de nouveau ensuite attirer des fans plus tard, parce qu'une fois qu'un fan a été attiré, il va falloir faire une expo pour l'enlever pour pouvoir en remettre. Vous ne pouvez pas en mettre plusieurs sur une même case devant des Kikai. Et maintenant, je vais gagner deux choses, déjà des points de victoire. J'ai rapatrié deux fans, un vert, un rouge. Je regarde où j'en suis sur mes pistes d'influence. Je vais gagner un point de prestige pour le rouge, parce que je suis au 1, et je vais gagner 3 points de prestige pour le vert, parce que je suis au 3. Donc c'est à ce moment-là que je m'étais, on va dire, gardé une petite échelle pour gonfler mes points au dernier moment pour le vert, pour me permettre de faire ce petit move. Du coup, j'ai gagné 1, 3, 4 points de prestige. On va aller sur le tableau du maître ici, et il va faire 1, 2, 3, 4. J'ai passé des bonus, parce que sur ce petit plateau, vous avez des bonus, je vais gagner 1 et 2 énergies.
autre chose. Deuxième gain, ça va être de l'énergie. En faisant des expos que vous allez faire de l'énergie, je regarde où j'en suis sur ma piste ici. Donc là, j'en suis qu'à 4. Le dernier chiffre qui est pas recouvert, c'est un 4. Donc je gagnais 4 énergies supplémentaires. À noter, plus vous posez vos flyers, plus vous allez gagner de l'énergie. Si vous posez des flyers à certains endroits, vous allez avoir des bonus. Si je pose tout ça jusque-là, je vais gagner ces 2 petits bonus. Ici, je vais gagner celui-là, celui-là, et là, ce sera des points pour la fin de la partie. Du coup, vous pouvez déjà voir comment tout est un peu imbriqué. À noter quand vous faites votre exposition. Imaginons une dernière fois. Hop. Non, ça c'est pas le mien. Ici. Hop. Bleu. D'accord. Quand vous faites une exposition, vous pouvez utiliser des mégaphones. Parce que chaque ressource est à double emploi. Vous pouvez utiliser des mégaphones pour attirer plus de fans, parce que vous parlez très fort, ça j'aime bien comment c'est thématique. Du coup, je fais toujours mon exposition dans le casino, parce que j'ai joué une carte casino. Je vais pouvoir payer des mégaphones pour attirer d'autres fans, de chez moi bien entendu. Ici, j'avais Skikai qui était à moi, on le reconnaît parce que c'est sur la petite tuile jaune qu'on a ici. Et je vais pouvoir payer un mégaphone si je veux attirer les fans de là, ou de là. Du coup, là, je paye mon mégaphone pour attirer ce fan-là en plus. Je vais pouvoir aussi, si je le désire, si j'avais des fans ici, j'aurais payé 2 mégaphones pour les attirer là. Si j'avais des fans ici, je pouvais payer 1, 2, 3 mégaphones pour attirer les fans jusqu'ici, et ensuite faire mon expo. Et je gagnais les points de prestige en fonction de mes pistes prestige, je gagnais mon énergie en fonction de ça, je montais mon petit score sur la piste de prestige auprès du maître en gagnant les potentiels bonus passés. Voilà, donc ça c'est la 4e action, et en soi c'est la dernière. C'est entre guillemets tout. À noter 2 petites choses, vous avez sur chaque zone une petite tuile bonus, un peu en mode course. Le premier joueur dans chaque zone à construire la tête de son Kikai en premier va récupérer cette tuile directement. Ça va être des points de victoire immédiats en fonction de diverses choses, en fonction de vos pistes de prestige, en fonction de vos Kikai qui sont plus grands que l'adversaire, en fonction de chaque pied de Kikai que vous avez fait, etc. etc. Sur la 4e action, quand même, j'ai pas non plus dit, vous pouvez faire une exposition même quand il n'y a pas de fans. C'est juste que vous allez gagner l'énergie qu'il y a sur votre piste où vous avez délogé les flyers au fur et à mesure de la partie. Du coup, on va, petit résumé, petit récap, à mon tour de jeu, je joue une carte, ça m'indique un des 6 quartiers, je fais une des 4 actions dans ce quartier-là. Soit je construis un morceau de Kikai, je paye l'énergie, je prends un des 3 morceaux de Kikai qu'il me faut depuis le marché que je mets à l'emplacement idoine. Soit je vais construire des flyers, donc ça va me coûter soit 2 énergies si je pose qu'un flyer, parce qu'il n'y a qu'une case flyer, ou 4 énergies, parce qu'il y a 2 cases flyer. Ça, c'est toujours dans le quartier de la carte jouée off course. Soit je vais attirer les fans, donc à travers mon réseau de flyers ou du réseau adverse, j'attire les fans devant mon Kikai. Donc pour ça, ça va être 3 fans maximum, parce que vous avez construit les 3 parties de votre Kikai, mais en fonction des couleurs qu'il y a dessus. Donc il faudra faire attention à quel fan reste dans quel square, comment le tout est connecté. Si je passe par le réseau adverse, je paye 1 énergie pour chaque flyer que j'emprunte pour amener le fan jusqu'à mon Kikai. Et dernière action, je fais une exposition. À ce moment-là, je prends tous les fans qu'il y a dans cette zone, plus ou moins, en fonction si je paye des mégaphones pour aller ailleurs. Je vais gagner des points de prestige en fonction de l'avancement sur mes pistes au niveau rouge, vert et bleu. Je vais gagner de l'énergie en fonction d'où j'en suis de mes flyers posés, et je vais monter sur la piste du maître, et je vais gagner potentiellement certains bonus. Fin de mon tour, je pioche une carte, hop, c'est l'autre joueur de jeu. On va jouer comme ça 4 manches, où ça fait 6 actions pour l'un, 5 actions pour l'autre. Deuxième manche, 5 actions pour l'un, 6 actions pour l'autre. On inverse à chaque fois et on fait 4 manches, on calcule les points de victoire. Les points de victoire, ça va être ceux que vous avez gagnés en cours de partie. Ça va être ceux que vous avez débloqués sur votre piste de flyer. Ça va être des points de victoire en fonction des pistes ressources qui vous restent. Et ça va être des points en moins en fonction des petites tuiles comme ça. Sur chaque
quartier, au début de la partie, vous avez posé ces tuiles, qui vous disent que si vous n'avez pas construit au moins un pied de Kikai sur cette zone-là, vous perdez la valeur de points indiqués. Donc le jeu va vous inciter aussi à construire un peu partout pour éviter cette perte sèche de points de victoire. Et je me rends compte que j'ai pas dit comment on gagne des points de victoire à la fin de chaque manche. On va faire un petit focus sur le plateau du maître, parce que c'est un peu triste de pas dire ça. On arrive à la fin de la manche, donc de chaque manche. On regarde comment on a avancé sur cette piste-là. Donc là, on est à la manche 1, disons. Les deux joueurs sont ici. Ce joueur est ici, il va gagner 5 points, multiplié par 4, parce que c'est la première manche. Donc ça fait 20 points. Le deuxième joueur est ici, ça fait 4 multiplié par 4, 16 points. Donc lui, il gagne 16 points. Et ensuite, après avoir fait ce petit calcul, on redémarre à 0, on passe à la deuxième manche. À la fin de la deuxième manche, on aura aussi sûrement un peu plus avancé. On va gagner les points indiqués toujours, mais cette fois-ci multiplié par 3. Troisième manche, on va multiplier plus que par 2, et dernière manche, on multipliera que par 2 aussi. Donc plus vous faites de l'expo tôt, entre guillemets, mieux c'est. Mais comme la partie va avancer, plus la partie va avancer, plus vous aurez de fans de Kikai importants, plus vous ferez de points, donc ça se nivelle un peu à ce niveau-là. Voilà, c'était Kikai, matos de ouf, jeu entre guillemets assez simple à expliquer, parce qu'il y a 4 actions, donc ça reste ok. Mais la réflexion, les nœuds au cerveau pour pas perdre tout seul, en fonction des cartes que vous avez dans la main, de vos énergies et tout, c'est vraiment solide. On aurait aimé peut-être des règles un peu plus claires, j'avoue. Après moi, la lecture des règles, il y avait 2 ou 3 détails qui me chiffonnaient, et du coup je suis allé voir une vidéo pour avoir confirmation d'une de mes 2 hypothèses. Ça, c'est dommage. Mais ça nuit pas au jeu derrière, hein. Le jeu est vraiment trop bien. Donc si vous aimez bien les jeux comme ça, où il faut se poser et bien réfléchir, où il y aura une bonne tension entre les joueurs au final, quand vous allez arrêter de vous battre contre vous-même au niveau des squares, du réseau, on va pouvoir se bloquer et tout, ça c'est vraiment top. Et à noter, il y a une version avancée. Bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une version avancée? Mais là, ouais, elle y est. Chaque tuile comme ça se retourne, chaque tuile comme ça se retourne, et à chaque fois que vous avez posé un Kikai sur une zone, ou vous êtes le premier joueur à construire une tête, etc., vous allez avoir des bonus à gagner, vous allez pouvoir enlever des flyers, gagner plus de ressources. Ce plateau-là aussi se retourne, rendant un peu plus dur. Enfin voilà, c'est vraiment costaud, quoi. C'était Kikai avec, hop, une boîte qui déchire tout. C'est trop beau. Allez, on va passer à un autre jeu, très beau aussi, qui est sorti vendredi dernier, mais nous, on l'a reçu que il y a 2 jours, parce que les livreurs sont pas les reins. C'est le dernier de la triptyque des jeux coopératifs à communication restreinte. Il y a eu Tech Time, il y a eu Rituel, qui sont tous très bien et pour des sensations de jeu et des publics différents, donc ça c'est vraiment cool. Et du coup, on a le 3e, Eternal Deck. Du coup, Tech Time, c'est pour tout le monde. Rituel, pour moi, c'est un poil au-dessus, même si ça reste pour tout le monde, mais peut-être moins pour des enfants. Et le dernier, c'est un peu plus initié, on va dire, des joueurs qui ont un peu plus l'habitude. Donc Eternal Deck, comment ça va se passer? Déjà, notion gros spéciale pour la direction artistique qui est tombée par terre, le petit tapis en mode petit tissu, c'est beaucoup trop beau. Alors, votre but dans Eternal Deck, ça va être de gagner avant de perdre. Oui, c'est un jeu coopératif, forcément. On va parler juste de la partie d'intro, parce que c'est un jeu où vous allez avoir... Je les ai rangés. Voilà, je suis pas mal. Hein. C'est un jeu où vous allez avoir plusieurs scénars. Hop. Hop. Vous allez avoir plusieurs scénars à travers tout ça, là. Il y en a plein. Et plus ça avance, plus c'est rude, plus il y a de nouveaux éléments qui arrivent en jeu, à la manière... alors, ils sont tous dispo, donc c'est pas à la manière d'un bomb buster, vous allez avoir le plaisir d'ouvrir les petits trucs, mais là c'est vraiment à la manière d'un jeu un peu évolutif, parce que il y a des cartes que dans les premiers scénarios vous n'avez pas utilisées, il y a des petits morceaux de matériel, genre les clés, au début on les utilise pas forcément, et des éternels qu'on n'utilise pas, des cartes énigmes, enfin bref. Donc là on va parler juste de la partie d'intro pour vous donner une idée du jeu. Après le jeu va vraiment pousser de plus en plus loin la complexité.
Et ça, c'est bienvenu en soi, et même si le niveau déjà d'intro est pas simple. Alors, du coup, ça, c'est une mise en place pour 4 joueurs. En fonction du nombre de joueurs, 3 ou 2, il y a un petit changement. À 2 joueurs, on a un peu plus de cartes, parce que normalement, on n'en a que 5 chacun, et à 3 joueurs, c'est cette partie-là avec les joyaux qui est impactée. Mais ça, c'est dans le livret de règles. Donc ça, mise en place pour 4 joueurs. Donc tous les joueurs ont reçu leur petit matos qu'on voit ici. Hop, on a tous 2 jetons de communication, et on a tous 5 cartes de notre couleur, numérotées de 1 à 5. Je dis jetons de communication parce que, comme vous l'avez compris, communication restreinte, vous n'aurez pas le droit de parler de vos cartes, de vos valeurs et de vos couleurs, à part les cartes actions d'éternel que vous allez avoir ou des cartes rares, donc ça on y viendra après. Donc on prend chacun notre petit deck de 5 cartes, du coup au début, hop, on le mélange, on pioche 3 cartes et on peut jouer. Comment ça se passe un tour de jeu? Alors un tour de jeu, ça va être assez simple, je vais avoir une action à faire parmi 3. Première action possible, ça va être de jouer une carte. Donc quand je joue une carte, je vais avoir 4 endroits, principalement, soit un des sentiers qu'on voit ici, soit la rivière, soit c'est une carte d'action de personnage, enfin d'éternel, donc elle ira direct dans la défausse, la plupart du temps, après l'effet. Du coup, il y a des contraintes de pose, bien entendu. Dans la montagne qu'on a ici, on va devoir mettre les cartes de manière croissante, 1 à 9. Dans la grotte, il faudra mettre les cartes de manière décroissante, vous l'aurez compris. Dans le campement, il faudra, à première vue, rien, mais non, c'est juste que chaque sentier a une contrainte supplémentaire qui est commune, on ne peut pas mettre côte à côte 2 cartes qui sont de la même couleur, et on ne peut pas mettre aussi 2 cartes côte à côte qui ont la même valeur. Ça, c'est une contrainte commune. Donc, ici, il faut mettre des cartes croissantes qui n'ont pas la même couleur et pas la même valeur de côte à côte. La grotte, il faut mettre des cartes décroissantes qui n'ont pas la même couleur ni la même valeur quand elles sont côte à côte. Et le campement, c'est juste le petit côté adjacence. Là, il n'y a pas de truc croissant ou décroissant. Il faut juste mettre des cartes qui n'ont pas la même valeur et pas la même couleur quand elles sont adjacentes. Du coup, ça, c'est première action. Deuxième action, je vais jouer une carte dans la rivière. Si je n'arrive pas à la fin, si ce n'est pas la 5e carte que je pose, ça ne fait rien. Par contre, si à force de jouer des cartes ici, hop, bon ça normalement ça n'arrive pas, hein, mais c'est juste pour exemple, l'ensemble des joueurs a mis 5 cartes, je vais récupérer une carte rare dans ma main. Les cartes rares, du coup, c'est des cartes que vous allez pouvoir poser dans les sentiers, mais de manière complètement libre. C'est des cartes joker. Elles ont toutes les couleurs que vous voulez, toutes les valeurs que vous voulez. Donc c'est un joker, hein, tout simplement, vous m'avez suivi. Alors attention, vous pouvez récupérer 3 cartes rares comme ça, comme induit, mais si vous remplissez la rivière une 4e fois, c'est la défaite. Donc attention quand même à y aller pas trop violent, quoi. Parce que en plus de ça, une autre action va vous réclamer d'en rajouter. Du coup, première action, je joue une carte, soit dans un des sentiers, en respectant la condition de carte adjacente, pas la même couleur, pas la même valeur, et la condition du sentier lui-même. Dans le campement, c'est que des cartes adjacentes qui soient différentes en termes de couleur ou de valeur. Soit je joue une carte dans la rivière, soit je joue une carte d'action d'éternel, et je la joue normalement dans la défausse ou dans d'autres zones, ça va dépendre des pouvoirs en question. Une fois que j'ai joué ma carte, j'en pioche une nouvelle. Donc disons, hop, j'étais comme ça, je pense que le 1 pour commencer là, je pioche une carte, hop, c'est un autre joueur de jeu. Aussi simple. Mais ça, c'est la première action, jouer une carte. Deuxième action possible, ça va être au niveau des joyaux qu'on a ici. Je vais pouvoir donner un joyau à un éternel qu'on a réveillé. Donc ça, je viendrai après, c'est juste je vous fais les actions. Donc à ce moment-là, je vais suivre juste ce qui est indiqué ici. Soit je défausse 2 cartes, soit je défausse 3 cartes, donc aucune contrainte sur les cartes à défausser. Soit ici, je défausse 3 cartes de la même couleur. Ici, il faut que je défausse 3 cartes de couleurs différentes. Ici, je défausse soit un 1, soit un 9. Ça, c'est soit une paire, soit un triple. Et ici, c'est un 1, un 5, un 9 pour récupérer un joyau.
Donc je fais ma petite défausse, je prends le joyau que je pose sur un éternel qu'on a réveillé et qui n'a pas encore de joyau. Parce que s'il n'y a pas d'éternel réveillé, je ne peux pas faire cette action-là. Si tous les éternels réveillés ont déjà un joyau, je ne peux pas faire ce pouvoir-là. À noter que les cartes que vous défaussez pour faire cette action vont dans la rivière. C'est le seul moment où on peut dépasser la limite des 5 cartes de la rivière. Et du coup, bah là, toutes les cartes, comme d'habitude, sont défaussées si on a rempli la rivière intégralement. Et je récupère la carte rare. Ok. Donc ça, c'est la deuxième action, les joyaux. Troisième action, c'est assez simple, c'est vous avez 3 petits cœurs ici à droite. Vous en basculez un, si dispo, sur la droite. Et vous allez passer une carte de votre main à un autre joueur. Ça peut être très important, parce que je ne vous ai pas dit la condition de défaite. Enfin, je vous en ai déjà dit une, de ne pas remplir la rivière 4 fois, sinon c'est la défaite qui est ici. Par contre, si un joueur n'a plus de cartes, ne peut pas jouer de cartes à son tour, fin de partie. Et ça, c'est un problème, parce qu'au début de la partie, comme je vous ai dit, vous n'en avez que 5. Ces 5-là. Du coup, comment on récupère des cartes? Bah, c'est ces fameux éternels qui sont ici. Donc, il y en a 3 à chaque bout de sentier. Pour les récupérer, bah, il va falloir remplir le sentier. Donc, disons que les joueurs ont joué chacun leur tour. Et qu'on arrive à ça. Bon, le joueur rouge n'a pas joué, mais il est puni. Du coup, le joueur vert a mis sa carte ici. Le sentier est rempli. Du coup, il va pouvoir choisir un des éternels, n'importe lequel, et le récupérer. Alors, comment ça se passe? Donc, on va dire qu'il va récupérer je sais pas, la sirène. Donc, plusieurs infos sur ces cartes éternelles. Ça, c'est les cartes que vous récupérez quand vous récupérez l'éternel. Et oui, comme ça, bah, vous avez un peu plus de vie. Et derrière ces éternels, bah, vous pouvez avoir des valeurs qui sont plus grandes que celles que vous avez de base. Vous pouvez avoir les fameuses cartes actions. Donc ça, c'est la carte action de la sirène. Donc vous allez avoir plusieurs cartes actions en fonction des actions. Les actions vont différer. Vous allez pouvoir avoir, avec la méduse par exemple, des cartes bicolores, donc qui peuvent avoir des contraintes de pose assez différentes. Là, je ne peux pas la poser par exemple. Par contre, hop, là maintenant je peux. Okay. Donc ça c'est assez simple, les cartes bicolores. Il y en a qui peuvent venir avec des cartes rares, etc. Donc je réveille l'éternel, je prends son paquet de cartes, sans l'éternel en question, je le mélange et je le mets en dessous de ma pioche. L'éternel en question, on va le réveiller. Attention, c'est trop beau. Les éternels réveillés vont en haut à gauche ici, et ils ont un problème. Cette petite règle-là, maintenant, on est interdit, on n'a pas le droit de jouer de 4 sur les sentiers. Et ça, c'est un réel problème. Parce que bah, des 4, on va sûrement en jouer quelques-uns quand même. Du coup, c'est là qu'interviennent les joyaux, l'action joyau. Quand je fais l'action joyau et que je pose un joyau sur un éternel, il est contenté. Sa malédiction ne compte plus. On peut jouer à nouveau des 4. À noter, quand un éternel vous dit je ne peux pas jouer, on ne peut pas jouer de 1 ou de 4 ou que sais-je, vous pouvez quand même défausser ces cartes dans la rivière ou les défausser pour les joyaux. Ça ne compte que pour les sentiers, en tout cas au début. Et ensuite, une fois que j'ai réveillé mon éternel, bah, ça va être assez simple. L'éternel, on met les éternels sur la droite. Les cartes qui ont été utilisées, on les met à la défausse. Et maintenant, prochaine fois, il va falloir recommencer, mais avec une carte de plus, pour réveiller un autre éternel. Fur et à mesure que vous réveillez les éternels, bah, vous récupérez des cartes, donc il va falloir le faire, mais plus vous récupérez d'éternels, plus vous avez de malédictions, donc plus il va falloir faire de joyaux pour les contenter. Une fois que vous avez vidé une piste d'éternels, donc que tous les éternels sont en haut, hop, on va le faire bien, tac, et que vous remplissez de nouveau cette piste-là de cartes. Bon, on va faire avec que le même. Hein. C'est pas très accurate, hein, mais c'est pas très grave. Je suis bloqué. Je suis bloqué là aussi.
Ah ouais, là aussi, de toute façon. 1, 2... C'est mieux, ça. 1, 2... Bref, vous m'avez compris. Voilà, c'est en ordre croissant. Une fois qu'on a fait un 4e cycle, c'est-à-dire qu'on a rempli une 4e fois le sentier, on va pouvoir faire le petit pouvoir qui est ici. Donc là, c'est la carte campement qui nous permet de la mettre en mode joker sur une grille, et comme ça, c'est vachement plus facile. Après, par contre, si le sentier est fini, la carte campement qu'on a débloquée ici va dans la défausse. Si on remplit cette ligne-là, on récupère tous nos cœurs. Et oui, c'est le seul moyen de le faire. Donc vous n'en avez que 3. Donc vous allez pouvoir échanger, grosso modo, que 3 cartes, tant que vous n'avez pas refait ça 4 fois. Et ensuite, là, c'est le petit joyau. Et c'est le but de la partie. C'est de récupérer 4 étoiles comme ceci. Alors, du coup, il y en a 6 au total. On va faire un petit tour. On en a une là, 2 là, 3, 4, 5 et la 6e ici. Du coup, la 6e, je viens de vous expliquer comment on la chope. On réveille tous les éternels, on remplit une dernière fois et on chope ça. À noter les cartes quand un sentier est terminé pour la 4e fois. On débloque le pouvoir qui se fait directement et les cartes restent là parce qu'on ne pourra plus jouer à cet endroit-là. Ensuite, les étoiles. Pour récupérer celle-ci et celle-là, il faudra apaiser, contenter les éternels. J'ai contenté bien tous ces éternels, je peux récupérer cette étoile. Donc celle-là, c'est pareil, il faudra réveiller 3 éternels, puis poser 3 joyaux dessus. Celle-là là-bas, il faudra la prendre en réveillant tous les éternels. Pas mince à faire, mais il va falloir, ça se fait. Ici, je récupère un joyau et une étoile en défaussant un 1, un 5, un 9. Donc l'action de passer des cartes peut être vachement cool quand on voit qu'un mec a récupéré un éternel avec 5 et 9, on lui passe un petit 1 et hop, ciao. Et dernière façon, ça va être celui-là. Il va falloir avoir joué 3 cartes d'action d'éternel. Donc comme on a montré, la sirène qui est ici, hop, dès que je la joue, je fais son effet et je la pose ici. Et vous allez avoir d'autres cartes, hop, hop, je fais son effet, je la pose ici. Le 3e qu'on fera, on mettra la carte ici et on gagnera ceci. Hop, dès que vous avez réuni vos 4, vous allez avoir gagné la partie. Voilà. Du coup, comme je l'ai dit, le jeu est trop beau, trop cool à jouer en vrai. C'est pas évident. Tout est plutôt bien imbriqué. Et du coup, il y a pas mal de choses à prendre en compte tout le temps parce que si ça fait ça et ça fait ça, etc. Super agréable le fait de récupérer des cartes, chacun au fur et à mesure, et de faire attention. La communication est restreinte parce que vous n'avez pas le droit de parler des valeurs, des couleurs de votre main. C'est pour ça que les jetons de communication sont là à n'importe quel moment du jeu. Vous pouvez les mettre sur une case ou sur un éternel en disant bah, j'aimerais bien que cette case-là me soit réservée, ou j'aimerais bien que ce soit moi qui récupère cet éternel-là parce que je suis un peu en déche de cartes, etc. Le jeu ensuite propose, comme je vous ai montré via le livret, plein de... on va les appeler scénarios, même si ce n'est pas des scénarios, mais plein de défis différents à degré évolutif, et en mode vraiment degré évolutif. Hein. Vous avez plein de tuiles comme ça, j'ai pas tout lu, hein, mais plein de tuiles avec des trucs chelous tout le temps, là, qu'il va falloir mettre ici pour voir des nouveaux trucs. Vous avez des cartes énigmes, des... je sais plus trop quoi. Vous avez des cartes pour les sentiers, pour changer les conditions, sachant que pour les parties de difficulté un peu plus haute, vous pouvez avoir 4 cartes sur le sentier. Premier coup, il faudra jouer des cartes croissantes. Deuxième coup, il faudra jouer 103, 105 dans la ligne. Dans ce coup-là, il va falloir alterner des trucs de couleur. Enfin bref, vraiment une rejouabilité folle en plus. Donc franchement, si vous aimez les jeux coop comme ça, c'est vraiment très bien Eternal Deck. Allez, on va passer encore à un jeu un peu gros. Salamandra. Hop. Très jolie boîte, moi j'aime beaucoup. Petit doré, toujours sympa. Du coup, on l'a pas ouvert parce que, comme les autres, manque de temps pour le coup. Normalement, le jeu du Strike Pass, je viens pour la vidéo, je fais l'install et tout. Je suis là, tant pis. J'ai pas eu le temps de dépunch parce qu'après j'ai envie d'aller manger. Mais c'est vraiment très cool. Jeu initié, très original parce que c'est de la pose d'ouvrier, mais l'ouvrier, chaque ouvrier que vous posez ne bougera plus de la partie. Il sera à cet endroit-là, il vous donnera le bonus de cet endroit-là, point.
Et ça, c'est cool. Jeu de gestion de ressources, mais attention, la plupart de vos ressources sont éphémères. Vous la faites, faut l'utiliser maintenant, sinon fin du tour, elles disparaissent aussi. Du coup, sensation de jeu vraiment différente pour le coup par rapport à pas mal d'autres jeux de gestion de ressources et pause d'ouvriers. On va aussi créer le plateau de jeu au fur et à mesure de la partie, donc assez chouette. Du coup, de 1 à 4 joueurs, le mode solo je ne l'ai pas regardé, j'admets, donc je ne pourrais pas trop en parler, mais ça fonctionnera très bien à 2, 3, 4 pour le coup. Peut-être mieux quand même à 3-4 si la durée n'est pas trop longue au final, parce que vous allez plus vous disputer les spots, du coup ça va être un peu plus tendu sur le plateau central, mais sinon à 2 sera plus en mode moins de tension et un peu plus optimisation aux petits oignons, quoi. Votre but, ça va être de marquer. Bon, maximum de points de victoire, ça ne change pas, vous allez avoir 4 manches, une manche de matin, une manche de soir, une manche de matin et une manche de soir. Chaque manche, vous allez avoir un nombre d'ouvriers à poser différents. Les 2 manches de matin, c'est 3 ouvriers que vous posez. C'est ça. Et les 2 manches de soir, c'est 2 ouvriers que vous allez poser. Vos ouvriers sont recto verso. Ils ont une face lune et une face soleil. Les faces soleil, ce sera les ouvriers qui seront disponibles à poser et à activer pendant la phase de jour. Et pendant la phase, la manche de nuit, ce sera les ouvriers lune que vous allez pouvoir activer et poser sur le plateau. Alors, comment ça se passait du coup? Début de manche, vous prenez donc première manche, vous prenez les 3 ouvriers côté soleil ici, parce que la première manche c'est le jour, et vous les mettez ici, c'est vos ouvriers dispo ce tour-ci. À votre tour de jeu, vous avez une action parmi 4, parce que la 5e c'est passé, donc on va dire une action sur 5. Première action possible, ça va être de poser un de vos ouvriers sur une des tuiles qu'on voit ici. Donc ces tuiles vont avoir toujours 4 emplacements. Vous pouvez vraiment aller où vous le souhaitez. Après, attention, il va y avoir 2 types de tuiles en soi. Vous allez avoir soit les tuiles dites serpes, donc ça va être les tuiles ou le bonus de la tuile, donc ce que votre ouvrier va vous fournir, il va vous donner une ressource, ça va être les tuiles serpes, et vous avez les tuiles qui vous donnent des potions, donc ça c'est quand vous en aurez besoin, vous pourrez le faire, et ensuite vous avez les tuiles rituelles, donc là ce sera la 3e action à faire. Vous posez votre ouvrier. 2 cas de figure, soit vous écrasez un bonus sur la tuile, donc des points de victoire, des cristaux que vous avez posés ici dans votre réserve, ça va être la seule ressource qui ne disparaît pas, soit des parchemins que vous allez glisser ici sur sous votre plateau joueur, pardon. Et vous allez pouvoir gagner aussi des cristaux en fonction des connexions sur les chemins. Du coup, si je pose mon ouvrier par exemple ici, là, je sais pas si tu peux t'approcher, qu'on voit bien s'il n'y a pas de reflet avec le film plastique dégueulasse, là. On pose notre ouvrier ici, je gagne 1 point, et comme mon spot est connecté avec les 2 petits chemins qu'on voit ici, je vais gagner un cristaux et un 2e cristaux. Voilà, aussi simple que ça. Ce sera ma première action, pose d'ouvrier. 2e action, et du coup, comme je dis, la pose d'ouvrier, mon ouvrier il est là pour la fin de la partie. 2e action, ça va être de construire une nouvelle tuile. Donc ça, c'est les tuiles jardin, normalement, champ, pardon, les tuiles champ. Du coup, vous avez une rivière sur le côté de 4 tuiles champ. Elles ont toutes un coup en cristaux ou en diverses ressources, les fleurs violettes, les verts, les trèfles verts, etc. Je vais payer ce coup. Pour payer ce coup, ça va être assez simple. Imaginons que j'ai 2 cristaux en réserve, que ma tuile coûte 2 cristaux et une ressource violette, que je suis le joueur bleu. Je vais dépenser mes 2 cristaux et je vais retourner mon ouvrier ici côté lune pour dire que je l'utilise, et il va me fournir la ressource violette, mais que pour cet instant précis. Comme je vous l'ai dit, les ressources ne restent pas d'un tour sur l'autre. Et du coup, maintenant, il sera de côté l'ouvrier côté lune. Je ne pourrai plus l'utiliser pour cette phase de jour, et il sera de nouveau disponible, comme il est de côté lune, à la prochaine manche, qui est une manche de nuit. Voilà. Aussi simple. Et la tuile, je vais la poser quelque part adjacent à une autre, bien entendu. 2 cas de figure alors. Je peux choisir, quand je la pose, de prendre, si j'ai un ouvrier de dispo, de prendre un de mes ouvriers et de le poser sur cette nouvelle tuile que je viens de placer. Donc là, à ce moment-là, je vais gagner les éventuels bonus que j'écrase ou de connexion avec le chemin pour gagner des cristaux. Ou alors, quand je pose ma tuile et qu'elle est de la même couleur qu'une autre tuile
adjacente, je vais prendre des tuiles, une carte de divinité inférieure. Sur le côté, vous allez avoir 2 divinités inférieures, de mémoire c'est l'ours et le griffon, à vous permettre de gagner un petit bonus, des points de victoire pour la fin de la partie, et surtout, ça va vous permettre d'avoir une petite règle en plus, un petit pouvoir en plus pour la partie. Donc là, il y a un petit aspect construction de moteur de jeu. Et dernier point, quand vous posez votre tuile et que vous encerclez un endroit vide avec la tuile que vous venez de placer, bah, il y a une tuile bosquet qui est piochée et qui vient se mettre dans le trou en question entre les 4 tuiles. Donc ça, c'est la deuxième action, poser une tuile. Troisième action, ça va être de déclencher le pouvoir de les tuiles potions que j'ai dit, enfin rituelles, pardon, les tuiles rituelles. Donc là, j'ai par exemple une tuile rituelle ici. Donc j'ai un ouvrier dessus, je vais le retourner pareil côté lune, et je vais payer 2 cristaux pour gagner 3 points de victoire pour chaque symbole couronne que j'ai déjà eu. Voilà. Donc ça, vous allez avoir plusieurs effets de rituel. Dernière action possible, ça va être les 2 actions qui sont ici, qui seront les grandes divinités, les salamandres, la noire et la jaune dorée. Vous en faites une des deux, sauf que elles ont des coûts différents. Il y en a une qui va vous coûter une potion c'est verte et 2 qu'on appelle ça 2 cristaux et un ouvrier. L'autre, ce sera un ouvrier, une potion et on appelle ça un cristaux, je vais y arriver, un cristaux, et vous allez prendre la carte. Ça va donner le symbole qui peut vous donner des points de victoire en fin de partie, ça peut vous donner des gains immédiats en parchemin, en ressources, en points de victoire à la fin de partie, etc. Dernière façon, ensuite, ça va être de passer tout simplement. Quand vous passez, vous sortez de la manche en cours, et vous reviendrez ensuite. Voilà. À noter, quand vous chopez vos 4 parchemins ici, vous les défaussez et vous allez prendre un de vos ouvriers et le dégager. Donc vous ferez un ouvrier de main, donc il faudra faire attention à quel moment vous faites, pour le mettre sur des scorings qui sont sur le côté, des scorings de fin de partie. Il y en a 2. Il y en a autant que le nombre de joueurs, plus 1. Chaque scoring ne peut accueillir que 2 jetons joueurs. Donc c'est une petite course là-dessus. Et c'est des scorings qui vont vous donner points de victoire en fonction de diverses critères que vous avez faites pendant votre partie. Soit les symboles couronne qu'on a vus, soit pour chaque ouvrier que vous avez sur des tuiles vertes, etc. Il y a vraiment pas mal de manières de marquer des points. Bref, Salamandra, moi j'ai beaucoup aimé. Très original. Pas mal de petites choses imbriquées, j'ai trouvé. Je suis un gros joueur de jeu où il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions, j'admets. Et du coup, à 2 joueurs, je pense qu'il s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là. À 3-4, il y aura plus de tension sur les petits points où on va pouvoir poser les ouvriers, sachant que vous en posez 3, 6, 10 au total, donc ça peut être un peu serré, quoi. Bref, Salamandra, nous on a beaucoup aimé aussi. Autre nouveauté cette semaine, nouvelle boîte d'Unmatch, donc la grande licence comme vous pouvez le voir, donc combat de volume 3, pardon. Après le volume 1, 2, ce sera le 3 forcément, on s'est compté. 4 nouveaux personnages ici dispo, donc Barbe Noire, Chupacabra, Pandore et Loki, nouvelles arènes, nouvelles mécaniques à découvrir. On vous invite à venir regarder ça en boutique. Hop, on va passer au jeu un peu plus léger maintenant. Parce que, d'ailleurs, non, avant, sortie JCC de la semaine, One Piece OP 13. Du coup, c'est une nouvelle extension tout simplement. Les boosters sont dispo. C'est les boosters version française pour le coup. N'hésitez pas à passer si le TCG One Piece vous intéresse. Autre petit jeu qu'on n'a pas reçu la semaine dernière. Je déconnais pas quand je disais léger. Hein. Parce que son grand frère pèse autant 13 kg, ça pèse 13 grammes. Bon, je présente, ça pèse plus que 13 grammes, mais bref. Du coup, Gloomhaven, bouton et bestiole. Trop bien le format de la boîte, c'est un délire. Moi, je kiffe. Hein. Dedans, vous avez un matos de dingue en plus. Figurines et tout. C'est tout petit, hein, mais elle est trop chouette comme idée. Du coup, c'est un jeu uniquement solo cette fois-ci. Campagne de une petite dizaine de scénarios, 22 scénarios au total. Il y a 6 mercenaires uniques, donc 6 héros à jouer. Les mêmes règles que son grand frère Gloomhaven, du coup dungeon crawling, vous allez gagner de l'expérience, chaque tour vous allez jouer pendant les scénarios
2 cartes qui vont vous dicter votre initiative et vous allez faire une action du bas, une action du haut pour vous déplacer, vous combattre, créer des pièges, pousser dans les décombres, etc. Le but du jeu sera, chaque scénario a ses petits objectifs et il va falloir essayer d'aller au bout du petit scénario. Du coup, si vous êtes amateur de jeux solo, si vous ne savez pas quoi faire pendant le train, parce que véridique, ça tient quand vous faites une partie sur une tablette de train là, que demande le peuple quoi. Bref, trop bien ça. Allez, plus léger aussi, mais pas comme le prix du forfait à la montagne. Vous avez Touchouche. Oh là, ces liaisons et ces blagues de nul. Touchouche, du coup, nouveau microgame de 1 à 3 joueurs. Jeu un peu de construction de zones, construction de tableaux pour marquer un maximum de points. Ce qui va être super original, c'est le thème et la mécanique, comment c'est vachement bien imbriqué. Du coup, à chaque tour, ça va être assez simple. Vous allez avoir 5 cartes qu'on voit ici, qui ont été posées comme ça. À noter, le 1, 2, 3, 4, 5 n'est pas du tout fait exprès, hein. Vous tirez au hasard et voilà. À votre tour de jeu, vous allez choisir une des pistes qui est ici, une des deux, et vous allez suivre où elle va. Hop, elle sort ici, c'est cette carte que je prends pour rajouter à mon tableau. Trop bien, non? Hop, on va en prendre une, et on va faire ça. Trop cool, à chaque fois, ça se... Enfin, vous avez vu, ça se bidouille, quoi. Ça, c'est chouette. Voilà. Ensuite, c'est au genre de jouer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs ont une zone de 8 à 6 cartes de mémoire, ça va dépendre du nombre de joueurs, parce qu'on peut jouer solo à 2 ou à 3, et ensuite, on va compter les points. Pour compter les points, vous allez faire du ski. Vous allez choisir une de vos pistes, parce que j'ai fait un truc bien, au moins, au hasard. J'ai pas l'impression... Hein. Pas sûr. Hein. Non, c'est pas ouf. Hein. Bon, c'est pas grave. Vous choisissez une de vos pistes, vous la parcourez, et ça vous fera marquer des points. Alors, à noter qu'il y a pas mal de petits détails sur les cartes. C'est pas aussi simple que ça quand même. Vous allez déjà avoir des symboles ici. Dès que vous avez 2 cartes avec le même symbole, vous avez un... Hop! Ça tombe. Vous avez un pouvoir pendant la prise de carte. Si j'ai 2 symboles comme ça dans mon tableau, donc le symbole stop, quand je sélectionne une carte en descendant, au lieu de prendre la dernière où je sors de la piste, je peux prendre n'importe laquelle par où je suis passé. Vous avez le symbole plus. Donc si vous avez, pareil, 2 cartes plus, comme ça, dans votre tableau, avant de prendre une carte, vous allez rajouter une 6e carte à la petite rivière ici, et vous allez faire votre petit schmilblick. Ensuite, on a la carte sauter. Là, par exemple, quand j'ai choisi ma carte, j'étais sorti par ici. Je peux du coup très bien sauter et prendre celle-là au final, au lieu de m'arrêter là. Donc ça, c'est les petits pouvoirs que vous allez pouvoir gagner en cours de partie. Ensuite, au décompte des points, il y a pas mal de petites choses qui vont se passer. Déjà, vous avez 2 choses très embêtantes, c'est les Yétis et les forêts. Les Yétis, quand vous... pour chaque Yéti qui est sur la piste que vous choisissez, c'est moins 1 point de victoire, sauf si vous avez une énergie pour le contenter. Donc une énergie annule l'effet du Yéti. Et du coup, il faudra essayer d'avoir sur votre chemin autant d'énergie, si ce n'est plus pour des points bonus, qu'il y a de Yéti. Ensuite, vous avez les forêts, pareil. Si sur votre piste, vous traversez une forêt, soit vous arrêtez là et vous arrêtez de compter les points, soit vous avez une énergie à dépenser que vous avez gagnée juste avant, pendant votre descente, et là, vous pouvez la passer en dépensant l'énergie. Vous allez aussi avoir un bonus de points. Si sur votre piste, vous allez aller de carte en carte qui sont de inférieur en inférieur, genre hop, 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 3 cartes inférieures dans ma piste, parce que vous descendez, donc ça vous fait des points bonus, et les petites gemmes comme ça vous feront des points aussi en mode un peu jeu de collection. Voilà, c'est très simple, mais très cool, parfait pour la saison, du coup, forcément, et au final, c'est plutôt agréable à jouer. Pour le coup, j'ai bien aimé, et en mode solo, ça marche aussi plutôt bien. Du coup, c'était Touchouche. On y va. Hop. 2 jeux narratifs sortent cette semaine. Du coup, ça, c'est le premier, Butterfly Alter Ego. Du coup, un jeu narratif, donc un peu à la backstory, carte Aventura. Ça se joue de 1 à plusieurs. Après, personnellement, ce genre de jeu, je vous les conseille soit en solo, soit à 2. À plus, je trouve que ça gâche
un peu l'expérience. Donc ces jeux narratifs, vous allez avoir toute une histoire à découvrir, et un peu sous le principe des BD dont vous allez être le héros, c'est une histoire que vous allez interagir avec, parce que vous allez avoir sans cesse des choix à faire en fonction des situations qui vous sont données. Et en fonction de vos choix, bah, la suite va changer. Parce que si vous avez, je sais pas, laté le super-héros, parce que là, dans Alter Ego, on va y venir, c'est dans l'histoire, si vous avez laté tel super-héros, bah, il va pas aller sauver des gens qui étaient en train de mourir là-bas. Du coup, ils seront morts quand vous allez y arriver. Et ainsi de suite. Donc c'est du jeu narratif où c'est faisable quand même plusieurs fois, parce qu'en fonction de vos choix, vous ne voyez pas les mêmes choses, il y a plusieurs fins possibles. Et celui-là, pour le comparer aux autres, pourquoi c'est cool et c'est une autre proposition, c'est un peu plus, on va dire, entre guillemets, gamer et mécanique. Du coup, c'est des parties un peu plus longues, c'est au moins 1h30, si ce n'est plus, et vous allez vraiment avoir, vous poser à table, les petites cartes, en fonction de ce que vous faites, vous allez prendre des cartes pour faire des actions et ainsi de suite. Du coup, il y a un poil plus de gameplay et du coup, pour moi, un peu plus de réflexion et ça pousse peut-être l'immersion encore plus haut, à l'instar d'un Ayla, l'éclat de la montagne, où là, vous avez aussi un système de ressources qui peut vous dicter certains choix que vous pouvez faire ou pas en fonction de vos ressources. On va retrouver ça ici aussi. Hop. Et du coup, l'histoire quand même, j'ai rien dit, c'est un jeu narratif et je spige pas l'histoire. Du coup, on a un mec un peu naze, en bureau, mode, il fait son métro, travail, dodo, quoi, la routine. Sauf que la nuit, lui, c'est un super vilain. Mais un super vilain dégueulasse. Genre le super vilain de Bad Zone. Il se fait charrier par tous les autres. Et le truc, c'est que sans le faire exprès, parce que bah, vous êtes nul, donc vous ne faites pas exprès les trucs qui peuvent arriver, vous allez entrer dans une boucle temporelle. Du coup, il y a presque un truc de die and retry un peu comique, entre guillemets, en termes d'humour. Et votre but, c'est essayer d'en sortir, essayer de voir pourquoi c'est arrivé, comment je m'en vais de cette chose qui m'arrive, qui est un peu quand même embêtante. Et du coup, deuxième jeu narratif qui sort, on en a parlé, bah, c'est le nouveau Cartaventura. J'adore la gamme. C'est pour ça que je prends les mains. Cartaventura, pour ceux du fond, ceux qui savent pas ce que c'est. Donc jeu narratif de nouveau, toujours 1 à 2 pour moi, à plus, quand même moins bien. Cartaventura, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est toute une gamme, hein, comme vous avez pu voir, je l'ai sorti de là. Hein. Et encore, je crois qu'il nous en manque quelques-uns à l'heure actuelle. Il va falloir remédier à ça. C'est une gamme qui est énormément travaillée d'un point de vue historique. C'est très immersif, parce que il y a même dans les boîtes un petit bouquin à la fin qui vous explique le tout, parce qu'ils font des vraies recherches auprès de gens qui savent, qui connaissent, et du coup ils travaillent avec ça. Et à chaque fois, vous allez incarner un personnage dont l'histoire est assez méconnue, mais qui vraiment existait, qui a vraiment vécu ça. Bon, modulo les petits trucs pour l'histoire, hein, forcément. Du coup, dans Cartaventura Mexique, vous allez être une esclave de Maltaise. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Cortés, pardon, Maltaise. On n'était pas loin. Pour Cortés, du coup, au Mexique, en 1519. On est Mali Nali. C'est une esclave. Du coup, elle a été enlevée à son peuple par le grand méchant. Et elle va servir de traductrice auprès de Cortés pour faire la liaison avec son peuple à elle. Et du coup, bah, ça la met dans une position assez particulière, parce que bah, faut pas qu'elle crève, et en même temps, il faut qu'elle fasse quelque chose pour son peuple. Et du coup, les choix sont pas simples, quoi. Du coup, je vous invite fortement à découvrir celui-là. Moi, j'ai hâte d'ouvrir ma petite boîte. Toujours, pour ceux qui ne connaissent pas, principe BD dans le héros. Chaque tour, vous allez avoir des cartes qui forment un paysage sublime à chaque fois, genre l'aquarelle et tout, c'est trop beau. Et vous allez faire des choix qui vont enlever des cartes, qui vont rajouter des cartes pour avancer dans l'histoire, pour découvrir une des fins dispo. Voilà, Cartaventura, Mexique. Hop, tac, 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 il est où? Il est où? Il est là. Hop. Bah oui, forcément. Après Château Blanc, Duel. Après Abyss, via Légion, Duel. Et après Tutti Quanti Duel, nous avons Everdell Duo. Du coup, Everdell Duo, qu'est-ce que ça raconte? Alors, personnellement, je ne suis pas un grand fan du produit, même si je trouve la proposition chouette. Parce que c'est 35 balles déjà. Paye ta licence Everdell. Et le jeu de base n'en coûte que 40. Je ne vais pas chercher la boîte pour avoir un diff, il n'y a que 5 balles de diff, et l'autre marche très bien à 2 joueurs. Donc déjà, si vous n'avez pas Everdell à la maison, que vous êtes intéressé, achetez la boîte à 40 pour y jouer à plusieurs. Voilà. Même si je suis là à ces petits points positifs, je trouve ça un peu fort de café quand même.
Donc pour moi, Everdell Duo, ça s'adresse vraiment à ceux qui ont surkiffé le jeu de base, qui ont joué un nombre incalculable de fois et qui veulent l'expérience un peu plus. Parce que Everdell Duo, en plus, ça reprend le même gameplay que Everdell. Vous êtes vraiment dans pose d'ouvrier, je prends mes ressources, je paye, je pose une carte. Il y a un petit twist en fonction des actions que vous allez faire. Vous allez avancer les 2 pions qui sont au milieu de cette ligne-là. Ça va impacter les cartes que vous pouvez prendre et construire dans cette rivière de cartes, par exemple. Le soleil est là, je peux prendre que ces deux-là. La lune est là, je peux prendre que ces 4-là. Et quand ça arrive au bout, c'est la fin de la manche. Donc oui, effectivement, c'est des parties un peu plus tendues. Il y a cette petite gestion du pion soleil et lune qui est intéressante, mais après, c'est exactement la même chose. Ce qui va vraiment changer pour moi dans la boîte, c'est le livret campagne. Qui est vraiment cool, qui va vous proposer des parties en campagne en 1 contre 1 pour voir qui a le plus de points à la fin des 15 parties, je crois, et à chaque fois ça va changer de la mise en place, ça va rajouter des petites règles et tout, ça c'est chouette. Mais pour moi c'est dommage d'avoir fait un nouveau, j'aurais fait personnellement une genre d'extension avec juste le truc de la campagne que tu peux peut-être jouer et proposer le truc moins cher, parce que pour 5 balles de différence, tu as le jeu de base qui joue très bien à 2, qui est certes peut-être moins bien entre guillemets qu'à 2 que je suis là, mais voilà, bref, ce n'est que mon avis, le jeu reste très bien en soi, vraiment, juste pour 5 balles, vous avez la version à plus de joueurs. Et on va finir par, j'espère que j'ai tout fait, on va finir par les casse-têtes qu'on a ici. Du coup, je sais pas si vous connaissez les clous puzzle, les clous box, les clous gift, parce que maintenant il y en a plein. Du coup, ça va être les 2 nouveaux de la gamme, donc c'est des casse-têtes complètement en bois style maquette, et il va falloir essayer de les ouvrir. La qualité est assez folle, donc ça c'est le dernier par exemple, ça c'est le clou puzzle, parce que vous avez carrément un peu... c'est une dinguerie, une puzzle à faire, waouh. Oh c'est ouf, bref, un puzzle à faire, et il va falloir essayer d'ouvrir tout ça quoi. C'est ouf, je vais regarder ça après. Bref, voilà. Donc ça, les derniers trucs qui sont arrivés. Et voilà, merci de m'avoir suivi pendant, ouais, au moins 1 heure, hein. Hein, 1 heure et demie. 1 heure et demie, ouais, mais les trucs à couper, tout ça. Modulo. Bon, gros jeu quand même, hein. Kikai, Eternal Deck, Salamandre, ça prend du temps à expliquer, quoi. Bref, merci à vous si vous êtes encore là, très sympa. Flemme de parler de sorties qu'on n'a pas prises, sachant qu'on n'a pas non plus des très remarquables où on a eu une décision arrêtée. S'il y a T-Buy qui sort par exemple cette semaine, Intrafin, son éditeur est nul en termes de com pour prévenir que c'est sorti à temps, et nul pour envoyer ses livraisons, et nul parce que trop cher pour commander chez lui souvent, donc on commandera chez lui quand il y aura Echoes of Time, une gros jeu trop bien, enfin gros jeu, ça, en vrai c'est assez un jeu initié qui est trop cool, qui sort fin du mois, on le commandera à ce moment-là, mais T-Buy c'est très bien aussi, nous on a trouvé ça très cool, et les retours de gens qui ont joué à SN au salon allemand ont trouvé ça très bien. Bref, je m'étends, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ludique, et on se retrouve la semaine prochaine.